Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. Qui a dit que les Allemands ne savaient pas faire grève ? Lundi 27 mars, 2 syndicats des transports publics ont appelé l'ensemble des salariés du secteur à débrayer et ils ont absolument tous suivi. Alle, wirklich alle, beteiligen sich an diesem Streik. 100% de grévistes, aucun train, aucun bus, mais prévenus suffisamment à l'avance, les usagers ont pu s'organiser, les manifestations ont été calmes, la police n'est pas intervenue. Contraste saisissant avec la France. Protestation, contestation, révolution, existe-t-il une culture allemande de la rue ? Le peuple qui se soulève et qui dit Nein, est-ce que c'est tout simplement possible ici ? Bienvenue dans un épisode entre passé et présent, car, comme souvent, il faut convoquer l'histoire pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui. Alors vous me direz, c'est le cas dans tous les pays du monde. Oui, mais en Allemagne, peut-être encore plus, la République fédérale s'est construite en réaction, en réponse aux dérives du début du XXe siècle. Ça tombe bien, dans le comité de direction du DFI, il y a Hélène Millard-Delacroix, historienne, spécialiste de l'Allemagne contemporaine, prof à la Sorbonne. Bonjour à vous. Bonjour. Alors on présente souvent l'Allemagne comme le pays du compromis par excellence, avec une passion pour l'ordre. On a aussi l'image d'un pays marqué par le protestantisme, avec donc une forme de contenance, de retenue à garder en toutes circonstances. Bref, vous mettez tout ça dans la machine à clichés et qu'est-ce qui sort ? Eh bien, cette impression que les Allemands seraient en fait trop disciplinés pour faire la révolution. Que répond l'historienne que vous êtes à cela ? Alors, c'est bien évidemment pas vrai. L'Allemagne a été aussi marquée dans son histoire par un certain nombre d'épisodes d'insurrection, de barricades, de violences de rue qui ont conduit à des bains de sang. Et je dirais que c'est presque parce que il y a eu particulièrement des mouvements extrêmement violents et extrêmement sanglants que dans la culture politique de l'Allemagne fédérale, après 1945, on a jeté l'opprobre d'une certaine façon à l'utilisation du recours à la violence pour mener à bien des revendications politiques. Alors on va détailler quelques-uns de ces moments insurrectionnels, mais une question d'abord. En France, quand on pense barricades, la foule dans les rues, la liberté guidant le peuple, Gavroche, etc., c'est associé à une mémoire positive, voire romantique, et pas du tout en Allemagne. Pourquoi ? Alors, c'est lié au fait que les épisodes de rébellion, de barricades, d'insurrection ont toujours mal fini en Allemagne. Ça, c'est peut-être la différence fondamentale entre la France et l'Allemagne. La France s'est construit un imaginaire du moment 1789. C'est le point de repère de la culture politique en France. Cette idée du peuple souverain qui se libère de ses chaînes par rapport à l'ancien régime. Et d'ailleurs, la force de ce mythe a été aussi renforcée par la diffusion de ce mythe à l'étranger et en particulier en Allemagne. Oui, tout au long du XIXe siècle, l'Allemagne a été très influencée par les événements en France, que ce soit pour les copier ou pour les rejeter. Là où on peut faire un parallèle intéressant, c'est autour des journées de 1848. Ça commence à Paris et puis ça part d'ouest en est et ça arrive à Berlin. C'est vraiment intéressant parce qu'en France, alors qu'il y a eu une répression et qu'après 48-49, on va basculer dans le Second Empire, on garde quand même en mémoire cette révolution comme un moment fort et positif, alors qu'en Allemagne, on n'en parle vraiment pas. Et il a fallu attendre 7 années pour que, pour la toute première fois, dans Berlin, il y ait des commémorations avec, par exemple, la reconstitution d'une barricade et des comédiens. König schießt auf sein Volk, auf die Barrikaden! Voilà, tentative discrète de parler de ce passé révolutionnaire allemand. Il y a eu aussi le soir un banquet républicain organisé par le président fédéral Frank-Walter Steinmeier, et vous y étiez d'ailleurs. Le président fédéral Steinmeier essaie de l'introduire dans une mémoire collective. Lui, il fait cette proposition qui est tout à fait intéressante parce qu'en effet, c'est au XIXe siècle une révolution ce qu'on appelait le printemps des peuples, où partout en Europe, les populations ont demandé la liberté et une forme de bonheur. Simplement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de place dans, dans l'armoire de mémoire collective. Oui, en Allemagne, le XXe siècle, c'est évident, il écrase tout, avec 2 dictatures, mais les années 1918-1933 aussi, elles occupent une place très importante. Ce sont les années de la République de Weimar, avec une grande instabilité politique. Est-ce qu'on peut dire que c'est de là que vient l'aversion allemande pour le désordre ? C'est la peur du désordre par la radicalité.
La fin de la Première Guerre mondiale, 1918, est marquée par une insurrection qu'on appelle spartakiste, inspirée par la révolution bolchevique et une volonté de renverser le pouvoir. Et surtout, elle intervient à un moment très précis qui est le moment où les Allemands apprennent qu'ils ont perdu la guerre. Et donc, c'est un moment de psychologie collective où le sol a l'air de se dérober sous les pieds. Et si l'on ajoute à ça tout l'imaginaire de la violence politique qui a lieu dans les rues au début des années 30, tant de la part des milices d'extrême gauche communistes et des milices de l'extrême droite, donc les SA puis les SS, on a intégré dans la culture politique l'idée que le recours à la violence conduit toujours à des excès et à des catastrophes. Et il faut ajouter, parce que ça c'est un élément important, c'est la grève générale de ce qu'on a appelé la résistance passive, où en 1923, pendant que la France occupait la Ruhr, pour essayer d'obtenir le règlement des réparations que l'Allemagne refusait de payer, il a été décidé du côté allemand de répondre par la grève générale, on arrête de travailler, on ne fait plus rien. Or, on sait très bien que l'inflation de 1923 est une des suites de cette grève générale. Et donc là aussi, vous voyez, on associe un paroxysme de malheur qui fait partie des grands traumatismes en Allemagne, et il est dans le droit allemand interdit de faire la grève pour des raisons politiques. Voilà, c'est impensable. Il y a une survalorisation de la modération parce que l'expérience diverse de tous bords a montré que les recours à la violence conduisaient à la déstabilisation du pays et à terme à ce chemin vers la catastrophe qui reste quand même l'image que les Allemands gardent de leur histoire de la première partie du XXe siècle. Donc, on laisse la Révolution aux Français, qui se redonnent le frisson de 1789 ou à la rigueur celui de mai 68 à chaque réforme contestée. Et pourtant, quand on regarde l'histoire récente, ce ne sont pas les Français, mais bien les Allemands qui ont fait, là, très récemment, chuter un régime. En 1989, la fin de la RDA, c'est une révolution. Mais une révolution pacifique, on le sait, c'est son nom, sans barricades, sans violence, sans même une goutte de sang. Quand on regarde les archives de 1989, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, eh bien, il y a eu tout un débat sur savoir est-ce que c'est une révolution ? Est-ce qu'on peut qualifier de révolution le fait de descendre pacifiquement dans les rues avec des cierges parce qu'on vient de sortir d'une église où on a fait une prière du lundi et où on a peur de se retrouver devant la police et la Stasi qui risque de nous arrêter et de nous frapper? S'il n'y a pas de violence, ça veut dire que ce n'est pas une révolution. Et à ce moment-là, c'est très intéressant parce qu'a été mise en avant une fameuse phrase vraisemblablement apocryphe, mais on suppose que c'est Lénine qui l'aurait dit, que les Allemands, aurait dit Lénine au début du XXe siècle, sont incapables de faire une révolution parce que avant de prendre une gare, ils prendraient un ticket de quai. C'est-à-dire, les Allemands auraient ce tel respect des règles qu'ils n'auraient pas cette capacité à renverser la table. Quel rôle joue cette révolution absolument inédite dans la mémoire allemande aujourd'hui ? On a vu ces dernières années revenir le slogan de 1989 et le parti d'extrême droite AfD, qui est très puissant dans l'est du pays, le récupère d'ailleurs sur ses affiches, en le tordant d'une façon un peu perfide, réclame qu'on parachève la révolution de 89. C'est clairement une réécriture de l'histoire et elle est d'autant plus choquante que les leaders de l'AfD viennent souvent de l'Ouest. Ils n'ont pas vécu les grandes heures populaires de 89, ce n'est pas leur révolution. Les gens sont descendus dans la rue pour dire le peuple c'est nous, en réclamant la souveraineté populaire et qu'on les entende en leur donnant des libertés. Quand aujourd'hui l'AfD récupère ce mot en disant « Wir sind das Volk », le peuple c'est nous, il y a une réactivation par l'AfD de différentes strates, je dirais, d'une mémoire du peuple qui se révolte, mais en jouant sur le mot « peuple » et hélas, en réactivant aussi tout le discours nazi sur le peuple. Merci pour ce tour d'histoire. On comprend mieux pourquoi dans l'Allemagne de l'Ouest, d'abord, puis dans l'Allemagne réunifiée maintenant, la contestation évite autant que possible la violence. Et c'est pour ça que les protestations passent par des actions
très différente de celles qu'on peut connaître en France. On a plutôt des occupations, des chaînes humaines, des rassemblements pacifiques, parfois même pendant des mois. Ça se déroule chaque week-end. On pense notamment à toutes les actions très nombreuses autour des sites nucléaires dans les années 70-80. Et il arrive qu'avec cette pression, sur la durée, les choses bougent. Mais honnêtement, quand vous êtes française, français, et que vous allez pour la toute première fois dans une manif en Allemagne, c'est un peu ennuyant. Il y a des prises de parole, un peu de musique, mais grosso modo, à la minute près, on suit le programme et le rassemblement se disperse dans les temps. Et d'ailleurs, le plus célèbre des révolutionnaires allemands, Danny Cohn-Bendit, c'est bien en France qu'il a connu ses grandes heures, comme s'il avait eu besoin de passer la frontière pour mener ses combats. Et du coup, je lui ai demandé où il était le plus efficace de contester, en France ou en Allemagne. Ça dépend des époques. Quand on voit, par exemple, en 67-68, les mouvements à l'université et après dans la société ont commencé en Allemagne avant la France. D'ailleurs, 15 jours avant 68, Le Monde avait fait un édito en disant la France s'ennuie, il ne se passe rien, il se passe plutôt quelque chose en Allemagne, à Berkeley, en Italie, etc., et pas en France. Donc, en Allemagne, il y a eu beaucoup de mouvements sociaux. Et d'ailleurs, quand on voit les mouvements antinucléaires ont été plus efficaces en Allemagne qu'en France. On peut être pour ou contre, ça c'est autre chose. Donc, c'est trop facile de dire que c'est en France que les mouvements sont les plus efficaces. En France, on se raconte des histoires. On peut, par des grèves et des manifestations, obliger le gouvernement, ce qui s'est fait en 95 par exemple, à retirer une loi. Mais on ne fait pas tomber un gouvernement. Même quand, en mai 68, il y a eu une grève générale, tout le monde était en grève, mais même là, le gouvernement n'est pas tombé. Au contraire, il y a eu des négociations à la fin, et puis il y a eu des élections, et De Gaulle a gagné les élections. Et oui, attention aux clichés, nous le disions déjà dans l'épisode précédent consacré au système de retraite allemand, et on constatait que les Allemands regardaient ce qui se passe en France en ce moment, à la fois fascinés et sidérés. Et après ce qu'on vient d'entendre sur l'histoire de l'Allemagne, on se doute que ce n'est pas seulement lié au texte de la réforme des retraites, l'incendie du portail de la mairie de Bordeaux, les images des policiers français qui chargent la foule sans discernement, au pays du compromis, où il y a une survalorisation de la modération, comme vient de le dire Hélène Millard de la Croix. Que dit-on de tout cela? Parole d'Allemand rencontrée par David Philippot. Chez nous, on dit aux grands mots les grands remèdes. Et pour moi, Macron est un grand mal. Donc je peux comprendre qu'en réaction à la politique qu'il mène, la rage qui s'est accumulée s'exprime de cette manière. Je souhaiterais que nos syndicats allemands défendent eux aussi leurs intérêts de manière plus résolue. À leur place, je serais aussi en colère qu'une décision aussi importante soit prise au sommet sans consultation par-dessus ma tête. Pour moi, la retraite, c'est dans 35 ou 40 ans. Mais je souhaiterais bien sûr être consultée, c'est clair. La manière dont cela se passe en Allemagne est très OK. Et de toute façon, la violence n'est jamais la solution. Les Français sont bien plus contre l'autorité, contre l'État que nous en Allemagne. C'est quelque chose de culturel. En tant qu'Européen qui observe cette crise depuis Berlin, je la vois comme une confrontation entre un président très élitaire qui a imposé ses vues grâce à un truc de la Constitution et bien sûr une absurdité, mais d'un autre côté, il avait annoncé qu'il réformerait les retraites et je trouve la réaction disproportionnée. J'ai 83 ans et j'ai travaillé pendant 42 ans et demi, dont une bonne partie dans ce qui s'appelait alors le secteur français. Je travaillais avec ceux qu'on appelle les flics, les policiers français, et déjà à l'époque, ils partaient en retraite 10 ans avant les Allemands. Nous devenons tous plus vieux et il faut bien que l'argent vienne de quelque part pour payer les retraites. Pour faire le point sur la culture de la contestation dans l'Allemagne de 2023, j'accueille maintenant Stefan Seidendorf du DFI. Salut à toi. Bonjour Hélène. J'ai commencé en parlant de la grande grève de la fin mars ici, méga strike, on dit les médias. Certains ont même brandi le mot de grève générale, c'était le cas
pour l'ensemble des transports publics, mais c'est un mouvement social qui concerne le secteur des services publics dans son ensemble. Donc on a aussi les enseignants, le personnel hospitalier, les postiers qui alternativement débraient. Le syndicat Verdi réclame 10% de hausse de salaire. Pour l'instant, ça bloque. 3 rounds de négociations et on est dans l'impasse. Alors que l'inflation grignote le pouvoir d'achat des Allemands, que la pandémie a demandé beaucoup d'efforts à tout le monde, la colère monte, on s'en doute. Stéphane, est-ce que tu penses que la situation peut encore se tendre, voire qu'on débouche sur une grande colère et un scénario à la française ? Je ne crois pas que ça donnera un modèle à la française en Allemagne. Les syndicats, ils ont eu un beau succès. Pourtant, ils ont parlé d'une grève d'avertissement, d'un Warnstreik. C'était pas encore la grande grève générale. C'est un avertissement aux employeurs qu'il faudra bouger, rajouter quelque chose dans ces négociations. Donc là, on voit très bien le modèle allemand où la grève organisée par les syndicats est un moyen pour avancer dans les négociations collectives et il est limité à ça. La grève ne peut pas être utilisée pour autre chose. C'est pour ça aussi que, en principe, dans chaque branche, on a un syndicat unique. C'est pas des syndicats catholiques, socialistes, communistes et tout ça. On a un Einheitsgewerkschaft, un syndicat unique, vite dans les grandes branches qui sont fédérées elles-mêmes dans la fédération des syndicats allemands et qui, de ce fait, pèsent énormément avec beaucoup de syndiqués. Ça a diminué ces dernières années, mais c'est toujours un taux d'employés syndiqués plus élevé qu'en France. Oui, on est autour de 20% de syndiqués ici. Et d'ailleurs, en France, on entend souvent parler de cette force des syndicats allemands avec une certaine envie, alors qu'à l'inverse, ici en Allemagne, on considère souvent que ce sont les syndicats français qui sont les plus puissants. C'est assez amusant, mais qui a raison, Stéphane ? Si par efficacité on entend mobiliser des millions de personnes qui descendent dans la rue et qui clament leur colère, les Français sont plus efficaces. Si par efficacité tu entends qu'il s'agit de gagner quelques pourcents de plus dans les négociations d'une convention collective et gagner un peu plus d'argent, améliorer les conditions de travail, là c'est les Allemands qui sont plus efficaces. Je parlais tout à l'heure du caractère un peu fade des cortèges allemands. Alors, il y en a bien des petits sifflets, des vestes fluo, quelques slogans, mais c'est tout. On se concentre vraiment seulement sur la revendication du moment. On n'entendra jamais un Scholz démission ou que sais-je dans ces cortèges syndicaux. La police, du coup, se tient relativement à l'écart. Elle se contente d'encadrer la manifestation, mais généralement, elle n'intervient pas. Tant que ça reste des manifestations inscrites dans un cadre, avec des slogans qui restent à l'intérieur de la Constitution. Il n'y a pas des croix gammées, il n'y a pas des symboles interdits par la Constitution. La police, elle va essayer de respecter au maximum cette manifestation. Oui, le droit de manifester est inscrit dans la Constitution et c'est le devoir des policiers de tout faire pour garantir ce droit aux gens qui défilent et aussi, le cas échéant, aux contre-manifestants. Et ça, c'est souvent le cas pour les manifestations politiques parce que oui, la grève ne peut être utilisée que par les syndicats dans un cadre précis de négociation salariale, mais il est évidemment possible, légal, autorisé de descendre dans la rue en Allemagne pour dire non à des projets de loi, à des réformes, etc. On l'a un peu oublié, mais il y a eu par exemple un mouvement contre les réformes sociales de Gerhard Schröder en 2004-2005, ou bien on peut aussi se mobiliser contre des projets très précis. J'en ai parlé tout à l'heure, ça a été très utilisé dans les années 70-80. C'est quelque chose qu'on a pu voir autour de la contestation pour des projets écologiques notamment, des autoroutes qui finalement n'ont pas été construites, des centrales nucléaires qui n'ont pas été construites. Là, on a eu des contestations récemment très fortes autour d'une mine à ciel ouvert à Lützerath, où on voulait continuer, où on va continuer à creuser la lignite encore quelques temps, où la contestation était très forte, où il y a eu des débordements, et il y a aussi eu de la violence policière des deux côtés, de la provocation, une certaine tactique de la désobéissance civile, donc avec des blocages et avec tout ce qu'on connaît aussi en France. Et il y a aussi en Allemagne une internationale des Black Blocs, on peut dire, qui est intervenue pendant les G8, les G20. La dernière fois, lors des émeutes à Hambourg, dont le maire était l'actuel chancelier Scholz. Oui, juillet 2017, effectivement, moi j'y étais et on a eu 3 soirs consécutifs de fortes émeutes dans la ville. La réponse policière avait été très critiquée aussi, puisqu'à Hambourg, la police avait délibérément refusé d'appliquer la stratégie de la désescalade
que, par exemple, la police de Berlin utilise depuis des années pour faire baisser les tensions du 1er mai, par exemple, ou autour de certains squats, avec pas mal de succès, ça fonctionne bien. Et ça, c'est quelque chose qu'on attend beaucoup en ce moment aussi en France. On critique le maintien de l'ordre à la française, on dit, voilà, en Allemagne, ça se passe mieux parce que les policiers sont plus respectueux, ce à quoi certains répondent, oui, mais en Allemagne, c'est parce qu'ils ont moins de casseurs. En réalité, c'est pas aussi simple et on l'a vu ces dernières années. Le débat sur la doctrine du maintien de l'ordre, c'est quelque chose de très français. En Allemagne, il y a de la répression là où la police a l'impression qu'il en faut, à Lützerath récemment. Et d'autre part, il y a des événements autour du 1er mai, par exemple, qui reviennent tous les ans. Et là, on essaie effectivement de prendre contact toute l'année, de rester en contact. Mais ça n'empêche pas que ça donne aussi parfois assez régulièrement des débordements et puis de l'autre côté de la répression. Donc je ne pense pas qu'il y a une doctrine figée, ça reste des tentatives de faire au mieux avec toujours cette idée que c'est une police citoyenne et donc elle doit respecter le droit de manifester, le droit d'exprimer son mécontentement, pacifique évidemment, non violent, mais c'est un droit fondamental garanti dans la Constitution. En dehors des revendications purement sociales encadrées par les syndicats, comme là en ce moment autour de la question des hausses de salaire, j'ai l'impression qu'il y a quand même un rapprochement des contestations françaises et allemandes. Tu as parlé, Stéphane, de Lützerath. On le sait, il y avait des gens qui étaient à Lützerath et qui ensuite, après l'évacuation de ce village, se sont mobilisés en France, et on les a vus contre la méga-bassine de Sainte-Soline. Au G20 aussi, c'était frappant, il y avait beaucoup de militants français. Et on peut aussi prendre l'exemple des Gilets jaunes peut-être. L'Allemagne n'en a pas eu en tant que telle, mais elle a aussi des groupes contestataires qui sont apparus sur les réseaux sociaux, qui se sont organisés sur Internet et qui sont aujourd'hui extrêmement présents, qui tiennent le pavé très régulièrement. Je pense par exemple au mouvement anti-islam et anti-réfugiés Pegida. Et là, on retrouve le même profil de manifestants en France et en Allemagne. Les Gilets jaunes, sociologiquement, c'est un groupe à part. C'est pas ceux qu'on voit habituellement dans les cortèges des syndicats. Et Pegida, pareil, c'est pas des professionnels de la contestation. Et donc, en ça, ils réalisent tous les deux une manière un peu particulière à porter leur contestation sociale. Et assez étonnamment ou pas, quand on a essayé de créer des contacts, les mouvements allemands, Pegida notamment, ils ont essayé de copier les Gilets jaunes et de aussi créer des contacts. Ça n'a pas fonctionné puisque les Gilets jaunes ne se sont pas reconnus dans ce mouvement allemand et les Allemands n'ont pas bien compris quelles étaient les revendications des Gilets jaunes, avant tout matérielles et sociales. Effectivement, il n'y a pas eu de convergence des luttes, comme on peut dire, mais clairement, dans ces manifs, moi j'ai pu constater qu'il y avait des similitudes, par exemple, dans le rapport très élastique à la réalité, aux faits en général, la méfiance vis-à-vis de la presse, et puis on l'a vu aussi pendant la pandémie. On a en France, en Allemagne, les mêmes délires complotistes dans certaines manifestations. On a quand même eu une troupe de personnes extrêmement énervées qui a tenté de prendre le bâtiment du Parlement en août 2020. Donc on était là 6 mois avant le Capitole à Washington. Donc des groupes contestataires, notamment autour de ceux qu'on appelle les Reichsbürger, qui clairement pensent qu'il faut renverser le régime de la République fédérale. Ils fantasment là clairement sur une forme de révolution, mais une révolution d'obédience identitaire ou d'extrême droite. Ça reste assez farfelu et folklorique, mais avec quelques actions d'éclat. Le Reichstag, tu as mentionné, les renseignements généraux intérieurs ont procédé récemment à des arrestations autour d'une tentative de renversement, de putsch, mais avec des figures qui sont trompées un peu de siècle, que personne ne semble prendre cette menace vraiment au sérieux, et c'est ça le danger. Alors au-delà de ce phénomène, est-ce qu'il y a en Allemagne un débat sur un changement des institutions ? En France, on sait que c'est une vraie question. Est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout de la Ve République ? Elle a 65 ans, il serait peut-être temps qu'elle prenne sa retraite. Que dire alors de la vieille République fédérale, 74 ans bientôt ? J'ai l'impression que, d'une façon générale, la loi fondamentale, comme on dit ici, reste quand même l'objet d'une très forte adhésion. Le système en lui-même, il n'est pas contesté. Il y a des éléments qui sont contestés, mais des proximités entre les politiques et les médias, un changement plutôt lent des élites politiques, des éléments comme ça, mais ça ne donne pas lieu à une
une contestation dans la rue de ce système démocratique en soi. Merci beaucoup Stéphane Seidendorf. On n'a sans doute pas évoqué tous les aspects de la contestation à l'allemande, mais j'espère que vous y voyez tous un peu plus clair maintenant. Sur la menace de l'extrême droite, les groupes conspirationnistes allemands et leur délire de changement de régime politique par la force, je vous renvoie à l'un des tout premiers épisodes du podcast, le 5e de la saison 1, diffusé en septembre 2021, disponible en réécoute, et on en avait pas mal parlé à l'époque de ce phénomène déjà. Merci à David Philippot pour le reportage, à Aloïs Kerek pour la musique, aux amis pour les voix françaises. Le podcast avec un K revient dans 2 semaines. Je m'appelle Hélène Cole avec un K et je vous dis à bientôt. Bis bald.